Arthur Danto, l'assujettissement philosophique de l'art. Dans une exposition d'art conceptuel au Centre culturel de New York, j'ai vu un jour une œuvre qui consistait en une table ordinaire chargée de quelques livres. Les livres étaient ceux de philosophes analytiques tels Wittgenstein et Carnap, Heyer et Reichenbach, Tarski et Russell. Il aurait pu s'agir d'une table de mon bureau puisqu'elle était assez quelconque pour se réduire à un simple plan de travail. Quant aux livres, ils étaient ceux que je consultais fréquemment pour le genre de travail philosophique que je poursuivais alors. Qu'une œuvre d'art puisse avoir l'air sous tout angle pertinent d'un objet issu de la Lebenswelt et ne prétendant en rien au statut d'art était une possibilité déjà bien admise. Pour ma part, je l'avais certainement admise puisque c'est elle précisément qui avait été à l'origine de mes premières tentatives personnelles dans le domaine de la philosophie de l'art. Mon premier article, Le Monde de l'art, daté de 1964, avait été une réponse analytique à une exposition qui avait eu lieu à la Stable Gallery plus tôt cette année-là et à laquelle j'ai souvent fait allusion. Elle consistait en effigie de boîtes de Briot réalisées par Andy Warhol. Le problème qui me préoccupait alors était de savoir pourquoi celles-ci étaient de l'art alors que les boîtes de Briot auxquelles elles ressemblaient de très près n'en étaient pas. Il a été évident que les différences entre une boîte de Briot ordinaire et une de celles de Warhol ne pouvaient pas rendre compte de la différence entre art et réalité. La question était de savoir ceux qui pouvaient le faire. En 1964, l'expressionnisme abstrait était déjà condamné comme mouvement artistique. En réalité, son démantèlement avait débuté dès 1957 avec les œuvres de Jones et Röskenberg, qui utilisaient certaines de ces formes pour dissimuler le fait qu'ils avaient entrepris quelque chose de neuf et d'incompatible avec ses préoccupations et prémices. Mais il est resté vivant dans l'esprit d'un grand nombre d'artistes et je me souviens du refus violent auquel je me suis heurté lorsqu'à l'invitation d'Irving Sandler, j'ai présenté les idées développées dans le monde de l'art au club. Tel était le nom de l'endroit où les peintres de la seconde génération de l'expressionnisme abstrait se rencontraient pour des discussions agitées. De toute évidence, les artistes n'étaient pas prêts pour une philosophie de l'art qui n'encourageait en rien les impératifs romantiques ou gestuels, définissant la peinture selon les membres du club, tous au pied du mur, bien que peu en eussent été conscients à l'époque. La seule personne à me témoigner de la sympathie, ce soir-là, fut Hal Held, qui était lui-même déjà en train de changer d'orientation artistique. Tel Virgile, il me guidait par-delà les cris volubiles d'hommes et de femmes qui ne voulaient pas entendre ce que j'avais à dire. Mais lorsque le monde de l'art commença à se saisir de livres philosophiques austères et techniques comme ceux exposés sur cette table, et qu'il se les appropria, on eut l'impression que la conscience artistique avait subi une transformation profonde. Une relation totalement différente semblait exister à présent entre la philosophie de l'art, une décennie seulement après la débâcle au club. Maintenant, la philosophie apparaissait presque comme une partie du monde de l'art, un état de fait dont l'œuvre en question était une métaphore, alors qu'en 1964, elle avait été extérieure à ce monde et s'était adressée à lui par-delà une distance aliénante. Qui pourrait oublier la boutade cruelle que Barnett Newman avait jetée à la tête de Qui l'eût cru? Suzanne Langer, l'esthétique est pour l'art ce que l'ornithologie est pour les oiseaux. Maintenant, tout se passait comme si l'art signifiait à la philosophie qu'il lui incombait de formuler explicitement la relation que des œuvres consistant par exemple en des livres placés sur une table ne pouvaient que symboliser. Une conséquence philosophique du fait que certaines œuvres d'art sont exactement identiques aux plus ordinaires des objets usuels était que la différence entre eux ne pouvait se fonder sur aucune différence esthétique supposée. Naguère, les théoriciens avaient considéré que les qualités esthétiques étaient assez proches des qualités sensibles pour suggérer l'idée d'un sens de la beauté conçu comme septième sens, le sixième étant éventuellement la sensibilité morale. Mais de même qu'on ne pouvait pas distinguer l'œuvre d'art et l'objet réel, en s'en remettant uniquement au sens,
puisqu'ils partageaient toutes leurs qualités sensibles, on ne pouvait pas non plus, si les différences esthétiques étaient pareilles à des différences sensibles, les distinguer esthétiquement. Cela ne signifie pas que l'esthétique soit non pertinente pour l'appréciation de l'art, mais seulement qu'elle ne saurait faire partie de la définition de l'art, si un des buts de celle-ci est d'expliquer de quelle manière les œuvres d'art se distinguent des choses réelles. C'est cette différenciation que j'ai tenté de cerner à travers une série d'écrits qui ont abouti à la transfiguration du banal. Une composante qui me semblait centrale pour l'identité des œuvres d'art était leur lieu historique. Qu'une chose soit-elle œuvre précise ou même qu'elle ait quoi que ce soit d'une œuvre d'art est partiellement fonction de son lieu de genèse dans l'ordre de l'histoire, ainsi que des autres œuvres à côté desquelles on peut la ranger dans le contexte historique auquel elle appartient. Partant, l'histoire, et l'histoire de l'art en particulier, ne se borne pas à fournir des faits intéressants, mais en grande partie externes touchant à des œuvres déjà parfaitement accessibles sans la connaissance de ces faits. Je pensais qu'il fallait abandonner l'image familière du spectateur historiquement ignare, transpercé par la puissance intemporelle des œuvres d'art. Il n'y a pas de puissance intemporelle. Ainsi, un des pôles de mon analyse consistait en l'idée que les circonstances historiques pénètrent la substance de l'art, en sorte que deux objets indiscernables, datant de périodes historiques différentes, sont ou peuvent être des œuvres d'art extrêmement différentes, dotées de structures et de significations différentes, et appelant des réponses différentes. Toute réception doit passer par une interprétation qui est toujours soumise aux limites de ce qui est historiquement possible. Comme elle est inséparable de l'interprétation, concluais-je, l'histoire est inséparable de l'art lui-même, puisque les œuvres d'art elles-mêmes sont reliées de manière interne aux interprétations qui les définissent. Ainsi donc, l'histoire a un rôle à jouer dans l'analyse philosophique de l'art. Cela, je le reconnaissais, mais je ne saurais prétendre avoir commencé à réfléchir sur ce qu'on pourrait appeler la structure philosophique de l'histoire de l'art, avant que cette table chargée de livres philosophiques ne m'en eût fourni le stimulus. Si à un stade donné l'art rejette la philosophie, comme étant de la roupie de Sansonnet, et s'il la revendique à un stade ultérieur comme une partie de sa substance, on peut presque voir dans cette évolution une illustration de ce qu'étaient pour Hegel les étapes de l'histoire de l'esprit, histoire qui culmine avec l'avènement de l'esprit atteignant une compréhension philosophique de sa propre nature. Lorsque l'esprit en tant que sujet saisit l'essence de l'esprit en tant qu'objet, lorsque sujet et objet deviennent un vide est comblé et une période de développement interne a atteint son terme. Certes, ce sont là des idées extravagantes, mais elles m'ont incité à développer une philosophie de l'histoire de l'art plutôt que de me contenter d'une philosophie de l'art dont la dimension historique constituerait un élément indispensable. Et bien sûr, puisque la philosophie de l'histoire proposée par Hegel exige que la philosophie émerge à un certain moment du processus historique, ce que j'essayais d'élucider devait aussi être une philosophie de l'art. Tous ceux qui, au cours des dernières décennies, ont été proches du monde de l'art, et plus spécialement du monde de l'art de New York, mes propres relations avec ce monde remontent à la fin des années 40, sont forcément conscients des revirements et réorientations extraordinaires qui ponctuent sa chronique. L'expressionnisme abstrait atteignit la notoriété mondiale au cours des années 50 pour disparaître de manière abrupte dans la décennie suivante. Comme en témoigne la résistance obstinée des membres du club, l'idéologie de l'expressionnisme abstrait a continué à dominer la pensée artistique des artistes, bien au-delà de l'époque où le mouvement correspondant avait été la force créatrice de l'histoire de l'art. Quelque chose d'étranger à l'expressionnisme et dont il ne pouvait concevoir les prémices était déjà en train de prendre sa place. C'était le pop art, irrévérencieux et cérébral. Ensuite, après le milieu des années 60 et tout au long des années 70, les mouvements se sont succédés si rapidement que l'histoire de l'art semblait être un enchaînement de nouveautés. Cela ne pouvait manquer de fournir matière à réflexion.
L'histoire de l'art était-elle soumise à un ordre, à une nécessité interne en quelque sorte qui poussait l'art en avant? Après tout, on pouvait concevoir ces mouvements successifs pratiquement comme autant de moments d'un dialogue continu. Ou s'agissait-il en fait d'événements qui se suivaient simplement les uns les autres, sans noyau interne ni axe de développement? Pour moi, cette question devint actuelle au début des années 80, lorsqu'un mouvement curieux commença à soulever un immense enthousiasme chez les marchands d'art et les collectionneurs, les conservateurs de musées et les critiques, avec la participation de nombreux jeunes artistes. Il s'agissait du néo-expressionnisme, faisant irruption dans la conscience du monde de l'art après ce qui apparut rétrospectivement comme plus d'une décennie de stagnation. Pendant toute cette période, aucune direction précise n'avait été discernable, mais simplement des modifications incessantes de formes et de styles existants, des perturbations minimales de choses déjà acceptées et assimilées. La seule idéologie disponible ou défendable semblait être un genre de pluralisme indulgent. Faites ce qui vous plaît, comme tout ce qui valait réalisme, abstraction, expressionnisme, minimalisme. Il ne pouvait y avoir de place pour une percée, mais voilà que subitement le néo-expressionnisme apparut follement acclamé comme la percée tant attendue. L'histoire de l'art avait retrouvé sa voie, enfin, elle allait quelque part. Cela suscita bien sûr la nostalgie des mois antérieurs. C'était comme si les années 40, 50, 60 étaient de retour. S'y ajoutait le sentiment que l'avenir serait plus exaltant encore. Et comme on avait appris à quel point l'art peut être un investissement fructueux, il y eut une compétition pour prendre ses marques, pour acheter tant que c'était encore possible. Pour ma part, j'étais convaincu que cette image de l'histoire était fausse. J'étais certain que tel n'était pas l'avenir de l'art. À un moment donné, cette pensée me frappa avec la force d'une révélation. Je me trouvais à une biennale du Whitney Museum, en train de contempler quelques-unes de ces nouvelles toiles bourbeuses, immenses et pompeuses, puériles et solennelles, superficielles et présomptueuses. Je me dis que telle ne pouvait pas être l'évolution future des choses, et en même temps il me sembla que l'art devait après tout avoir une histoire ordonnée, que les choses devaient suivre une voie bien précise plutôt qu'une autre. L'histoire de l'art doit avoir une structure interne et même une sorte de nécessité. C'est cette conviction qui a motivé mon essai La fin de l'art et les autres textes qui se proposent de formuler une philosophie de l'histoire de l'art suivant en tout la manière imposante apprise chez Hegel, manière que je m'étonnais d'accepter puisque dans mon premier livre, Analytical Philosophy of History, daté de 1965, j'avais soutenu avec force qu'il s'agissait d'une entreprise impossible par principe. À tort ou à raison, mon point de vue était désormais que le monde de l'art n'exigeait pas seulement une philosophie de l'art, il réclamait une philosophie de sa propre histoire. C'est cette thèse que les essais de ce volume se proposent d'exposer. Écrits pour des occasions diverses, les 9 essais regroupés ici développent des thèmes abordés dans cette introduction. Ils essaient d'expliquer les thèses concernant les relations entre l'art et l'interprétation, l'art et la philosophie, l'art et la conscience historique. Il ne s'agit pas de la totalité de ce que j'ai écrit sur ces sujets, ou en général sur la philosophie de l'art depuis la publication de l'édition originale de la Transfiguration du Banal en 1982. Les critiques d'art que j'ai écrites pour The Nation depuis 1984 sont aussi absentes, mais les textes regroupés forment une séquence narrative naturelle, un peu comme les chapitres d'un livre possédant un thème englobant. En tant qu'essai complet, chacun est indépendant, mais malgré cela, il vaut mieux les lire dans l'ordre, comme s'il s'agissait du début et de la fin d'un seul et unique récit philosophique. Le récit commence avec 2 mouvements d'assujettissement, en réalité de véritables agressions menées par la philosophie contre l'art. Le premier mouvement tente de rendre l'art éphémère en le considérant comme apte uniquement à donner du plaisir. Le second consiste dans l'idée qu'il n'est autre chose qu'une forme aliénée de la philosophie. Un baiser provoquant le réveil suffit à faire reconnaître que de tout temps l'art a été en réalité une forme envoûtée de la philosophie. Ces 2 assujettissements de l'art sont présents dans la philosophie de l'art de Platon. En fait, ils constituent sa philosophie de l'art. Mes textes vont à l'encontre des 2 mouvements et tentent de réaffranchir l'art.
La première série de contre-mouvements livre une explication de la relation entre l'art et l'interprétation. Elle essaie en particulier de reléguer les considérations esthétiques au second plan dans l'appréciation des œuvres d'art. La deuxième série tente d'établir une distinction essentielle entre la philosophie et l'art. Ainsi est rompu entre eux le lien qui a donné naissance au modèle de l'histoire de l'art, selon lequel l'art trouve sa fin et son aboutissement dans sa propre conscience de soi philosophique. Mon but est de montrer que nous sommes entrés dans une période d'art post-historique, dans laquelle la nécessité d'une révolution permanente de l'art par lui-même fait partie du passé. Il ne peut ni ne doit jamais plus y avoir quelque chose comme la série extraordinaire de convulsions qui ont défini l'histoire de l'art de notre siècle. Bien sûr, il y aura toujours des causes externes susceptibles de faire naître l'impression qu'une telle histoire doit continuer indéfiniment. Parmi celles-ci, il faut compter en premier lieu les aspects extérieurs du marché de l'art lui-même qui prospère grâce à l'illusion de la nouveauté sans fin. Une telle apparence s'avérera artificielle, controuvée et fondamentalement vide. En un sens, l'atmosphère post-historique de l'art le rendra à des finalités humaines. La fermentation du XXe siècle se révélera avoir été un terme ultime, mais quelque stimulant qu'ait été le fait de la vivre, nous entrons maintenant dans une période plus stable et plus heureuse de l'activité artistique, où l'art pourra de nouveau satisfaire les besoins fondamentaux auxquels il a répondu à toute époque.